Pascal Perrineau, merci de nous recevoir dans votre bureau. Donc vous êtes, s'il est nécessaire de vous présenter encore, vous êtes politologue, vous êtes un fin observateur de la vie politique française et plus que française. Vous êtes professeur à Sciences Po, vous enseignez aux États-Unis aussi, je crois, hein. Vous êtes ancien directeur du CEVIPOF et vous êtes aussi, et ça on le sait un peu moins, partenaire de stratégie locale, puisque vous nous avez fait le plaisir d'être le parrain de l'Académie des élus locaux que nous avons lancé il y a 1 an et demi. Et donc vous nous accompagnez aussi sur un projet qui me tient à cœur et dont on parlera, qui est le campus des élus locaux que nous allons installer à Prégnac et qui a vocation à organiser des rencontres, des débats, des réflexions sur le secteur local, sur la vie politique locale avec les élus du Grand Sud-Ouest. Et donc vous avez fait le plaisir d'être partenaire de cette opération qui est une opération avec beaucoup d'ambition, que nous portons avec beaucoup d'ambition, donc merci infiniment. Donc vous m'aviez dit que vous partagiez cette vue de la nécessité de réengager un peu le débat dans les territoires français. Je crois que c'était aussi une de vos motivations pour nous accompagner. Tout à fait. Le débat national, déjà, ça n'est pas facile. Donc très souvent, on s'aperçoit qu'au plan local, c'est plus aisé d'avoir un débat relativement serein qui va au fond des choses. Alors que au plan national, très souvent, c'est un débat un peu codé, un peu hystérique, dans lequel il y a beaucoup de bruit, mais il ne se dit pas grand-chose. Alors, et vous l'avez accepté, merci beaucoup. Donc on voulait faire une petite séquence avec vous sur l'analyse ou l'observation des résultats dans cette séquence électorale qui est à la fois riche et parfois un petit peu stressante ou inquiétante. On a pu avoir quelques sueurs froides à différents moments. Donc, je voulais vous poser quelques questions pour avoir votre analyse sur ces résultats, sur les mises en perspective. Et la première question qui me vient, c'est la question. Enfin, c'est un sujet qu'on a beaucoup entendu pendant cette campagne présidentielle. On a beaucoup dit qu'il n'y avait pas eu de campagne électorale. Alors, je voulais savoir si, pour vous, par rapport à ce que nous avions connu dans les séquences précédentes, est-ce que c'était vraiment le cas ou non? Oui, alors, il y a un peu de caricature quand on dit qu'il n'y a pas eu de campagne. Il y a bien eu une campagne entre les deux tours, on l'a vu, avec un débat qui certes n'a pas été autant suivi que les débats précédents, qui se sont développés depuis 1974. Il y a eu, c'est vrai, un débat un peu étrange avant le premier tour pour différentes raisons. D'abord, le président sortant, et on le comprend, il avait tout de même l'affaire de l'Ukraine, il était président de l'Union européenne, donc il avait parfois d'autres chats à fouetter, comme on dit, et il est rentré tard en campagne, et bien sûr, les autres candidats cherchaient un peu avec qui engager le dialogue. Et puis, il ne faut pas oublier que ça se faisait dans un contexte tout de même où le Covid continue à faire son œuvre. Et le Covid, comme je dis souvent, ça a créé un véritable confinement démocratique. C'est-à-dire les Français sont retirés de l'espace politique, de l'espace public, et ils se sont repliés, à juste titre d'ailleurs, sur leur espace privé, leur santé, la santé de leurs enfants, la santé de leurs parents, la santé de leurs proches, et ils se sont quelque peu dépolitisés. Et là, dans cette campagne, avant le premier tour, on a assisté à un lent dégel de ce confinement démocratique, mais qui a laissé des traces, et des traces en particulier dans le fort taux d'abstention que l'on a connu au premier tour et au second tour de cette élection présidentielle. Donc vous voyez, il y a eu plusieurs facteurs qui expliquent en effet ce sentiment d'une campagne qui n'arrivait pas à prendre. Cependant, on a parlé de pas mal de choses, simplement il n'y avait pas de thème organisateur qui tenait longtemps à l'agenda. On butinait d'un thème à l'autre et on pouvait avoir l'impression, en effet, d'une campagne un peu en suspension. Oui. Alors l'abstention, vous l'évoquez, vous évoquiez l'abstention politique, hein, puisqu'il semblerait que l'abstention ait une signification un peu différente de celle que nous avions pu avoir sur les scrutins précédents. Donc ça devient une revendication, elle témoigne d'un état d'esprit ou d'une envie d'exprimer une insatisfaction? Alors, cette abstention forte à la présidentielle, elle s'inscrit dans un cycle abstentionniste. C'est vrai que depuis maintenant de très nombreuses années, on bat des records d'abstention dans les élections européennes, dans les élections nationales et dans les élections locales. On l'a vu en particulier lors des élections municipales, régionales et départementales. Donc tout cela doit être saisi ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, cette abstention? Certes, il y a un noyau dur d'abstentionnistes, de gens
qui sont culturellement, sociologiquement, tellement loin de l'univers politique qu'ils s'abstiennent. Mais c'est pas ça l'abstention qui progresse. L'abstention qui progresse, ce sont des gens qui tout de même ont un intérêt pour la chose publique, ont fait des études, ont un certain degré d'intégration à la société et qui, en dépit de ces signes qui devraient pousser à la participation, eh bien, ne participent pas ou participent de manière très épisodique aux élections. C'est ce qu'on appelle les électeurs volatiles, hein, qui une fois y vont, une fois n'y vont pas, etc. Et cet abstentionnisme-là, c'est pas un abstentionnisme sociologique comme le premier, c'est un abstentionnisme politique. Se dit dans cette abstention la distance qui peu à peu s'est installée entre le personnel politique, ce qu'on appelle la classe politique, et les électeurs, et se dit aussi parfois, comment dire, un souci presque d'en découdre. C'est ce que certains appellent la politisation négative, la haine de la politique. Et dans l'abstention, il faut être capable d'entendre ce message pour espérer, à terme, si on veut avoir une démocratie un peu plus apaisée, un peu moins fragmentée, faire revenir ces électeurs, j'allais dire, à la chose publique, parce que le destin de leur commune en dépend, le destin de leur département dépend, le destin de leur région, le destin de leur pays et de l'Europe, maintenant avec les élections européennes, en dépend. Et un des grands défis du quinquennat qui vient, mais je crains que ça soit sur plusieurs quinquennats qu'il faille envisager ce travail, ça sera un travail de conviction civique pour faire revenir les Français vers les urnes, parce que tout de même, la démocratie élective, la démocratie représentative, c'est le meilleur moyen de régler pacifiquement et sereinement, eh bien voilà, nos conflits, ce qui nous oppose, ce qui nous divise. Alors, on a dit aussi pendant cette campagne, moi ça m'a beaucoup interrogé, on a dit que Emmanuel Macron était la cause de beaucoup de choses. Donc, la cause de la montée du Front National, effectivement il avait pris l'engagement de faire baisser le Front National, ça ne s'est pas produit, alors est-ce qu'il en est effectivement la cause de la disparition des partis historiques, on va dire ça comme ça, ou traditionnels, je ne sais pas comment il faut les nommer. Est-ce que la question c'est est-ce qu'effectivement Emmanuel Macron est la cause de ces maux, si je puis dire, ou est-ce que il a, lui, peut-être su s'adapter dans une évolution de contexte, dans des attentes des Français qui s'expriment différemment. Enfin, c'est... Alors, on ne prête qu'aux riches, mais faut savoir qu'au fond, Emmanuel Macron est à la fois l'expression d'une crise de la politique et il a contribué dans le dernier quinquennat peut-être à l'alimenter. Plus qu'à soigner cette crise de la politique. Espérons que le moment du second quinquennat sera un quinquennat où il va, comme il dit, recoudre cette France divisée. Alors, il en est l'expression. Si vous voulez, la crise de la politique, ça n'a pas attendu Macron. C'est depuis, au fond, presque 2 décennies qu'on la connaît. La montée de l'abstention, ça commence dans les années 80 et 90 pour toutes les élections. Comment dire, la prise de distance des Français par rapport aux grands partis politiques, ça commence à la fin du XXe siècle, au début du XXIe. Et un des premiers grands chocs, tout de même, c'était il y a 20 ans. C'était 2002. Voilà, on disait le tsunami politique déjà. C'est-à-dire que, voilà, vous avez la gauche est éliminée. La gauche est éliminée du second tour. Maintenant, elle est habituée à être éliminée du second tour. Donc 2002, c'était il y a 20 ans. Macron n'était pas là, n'était pas dans la vie politique. Mais au fond, la crise n'a cessé de s'accentuer depuis, et les signes de dérèglement politique se sont multipliés. On l'a vu bien sûr en 2017, où au fond Macron est l'expression d'un système qui se dérègle totalement, puisque maintenant il n'y a pas simplement la gauche qui est absente du second tour, mais il y a la droite aussi qui est absente du second tour après l'échec de la candidature Fillon. Et au fond 2022, c'est une confirmation avec amplification de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Et je dirais presque que Emmanuel Macron est plus le symptôme que la cause. Cependant, il nous avait dit en 2017 « Je réglerai ce problème des extrêmes ». Et à l'époque, on parlait surtout de la droite extrême. Et au fond, il n'a rien réglé, puisque dans le trio
de tête du premier tour, c'est Emmanuel Macron, Marine Le Pen et le patron de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Donc au contraire, même le problème s'est accentué. Et derrière lui, Zemmour. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que maintenant, les candidats qui représentent au fond des alternances relativement tranquilles, sereines, démocratiques, que sont LR et le PS, eh bien voilà, à eux deux, les deux candidats, Pécresse et Hidalgo, font moins de 7%. Alors là, vraiment, on est devant un phénomène qui est un phénomène de dérèglement politique majeur, puisque ce sont ces deux grands partis ou leurs prédécesseurs qui ont organisé toute la bipolarisation sous la Ve République, qui ont organisé tous les grands second tours qui voyaient l'affrontement entre Mitterrand et Chirac, Mitterrand et Giscard, Jospin et Chirac, etc. Et même, voilà, en 2007, Sarkozy, Ségolène Royal, et puis ensuite François Hollande, Nicolas Sarkozy. On a l'impression que cette fois-ci, ce vieux monde est en train de disparaître. Alors, est-ce qu'il disparaît vraiment? Je ne le crois pas. Parce que, au plan local, le Parti socialiste et LR restent de véritables puissances. L'ensemble, ou du moins la forte majorité des villes de plus de 20 000 habitants est contrôlée par LR avec ses alliés UDI, Nouveau Centre, etc. C'est la même chose pour les départements, et dans les régions, le Parti socialiste, LR et ses alliés contrôlent essentiellement le territoire régional. Et les forces du renouveau ou de la contestation, du renouveau macroniste et de la contestation lepéniste ou mélenchoniste, dans les territoires, ça n'est pas grand-chose. Ils sont absents. Donc il y a bien quelque chose de tout à fait paradoxal, c'est-à-dire une France nationale qui ne trouve plus d'articulation avec la France locale, et vice-versa. Et j'espère que le second quinquennat va être un quinquennat où on va davantage articuler les deux niveaux, parce que la France locale peut avoir le sentiment d'un certain abandon, et la France nationale, c'est sa grande limite pour ses forces extrémistes ou pour la Macronie, eh bien, il n'arrive pas à plonger de racines durables dans les territoires. Et ça ne peut pas durer très longtemps comme ça, c'est même dangereux. Alors, il faut bien reconnaître que le président, dans le dernier quinquennat, il a jeté un peu d'huile sur le feu. Il a jeté de l'huile sur le feu, non pas par les mesures de politique publique, parce que c'est un homme avec ses équipes gouvernementales qui a fait des réformes. Je ne me prononce pas sur le fond des réformes, mais il a été actif sur le terrain social, économique. Moi, je connais bien le domaine scolaire et universitaire. Il a fait des réformes, et des réformes parfois tout à fait intéressantes. Mais, j'allais dire, c'est dans le style. C'est pas dans le fond, c'est dans le style. Dans le style, Emmanuel Macron reste un homme caractéristique de ces élites françaises, issues de la haute administration, qui sont habituées à une certaine verticalité, qui parfois manquent, j'allais dire, un peu de glaise à leurs souliers. Ils sont mal enracinés dans les territoires, ils n'ont pas d'expérience de gestion des collectivités locales, et donc ils gardent un certain style jupitérien, comme dirait le président, qui aujourd'hui n'est plus adapté à la gestion tout court et à la gestion du changement en tout cas. Et d'autre part, dans le verbe utilisé, parfois le président a eu des mots malheureux, il faut bien le dire, je crois qu'il le reconnaît lui-même quand il explique à ce jeune chômeur qu'il suffit de travailler la rue, de traverser la rue pour trouver un emploi, quand il parle de ces lieux de gare où il y a des gens pressés et puis des gens qui ne sont rien. Vous voyez, c'était peut-être pas la peine d'utiliser ces mots qui sont des mots extrêmement blessants et qui sont reçus comme tels par celles et ceux qui se sentent un peu à l'abandon, qui se sentent pas pris en compte véritablement dans les décisions de ce pouvoir vertical et qui reste tout de même incroyablement centralisé. Parce que on parlait tout à l'heure de la campagne, la grande absente de la campagne. Ça a été quoi? Mais moi, ça m'a semblé même, je me disais, mais c'est pas possible, ils vont en parler un jour. Ils sont 12 candidats, il y en a bien un qui va en parler. Eh bien, ça ne venait pas, c'était la décentralisation. Tout le monde attend une nouvelle étape de la décentralisation. On a vu le rôle des collectivités locales au moment de la crise de la Covid, on voit le rôle que jouent les collectivités locales dans le relancement, la relance de l'investissement et donc de la croissance. Enfin bon, voilà, ça semble tomber sous le sens. Eh bien non. Le seul sujet dont on n'a pas parlé, c'est véritablement la décentralisation. Et ça,
c'est très inquiétant. Et là aussi, je charge la barque, mais j'espère que le quinquennat Macron 2 sera un quinquennat plus attentif au territoire qu'il ne l'a été lors du premier quinquennat. Est-ce qu'on peut imaginer, je rebondis sur la décentralisation qui est un sujet qui nous occupe beaucoup, que ce soit des initiatives locales en fait qui imposent un schéma de décentralisation ou un poids politique. Alors vous parliez effectivement de cette déconnexion entre le national et le local. Est-ce que le local serait en capacité d'imposer en quelque sorte au national? Alors on inverse un peu la logique des choses, puisqu'on est toujours un peu dans une logique descendante quand on parle de ça. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que les choses s'organisent localement pour imposer d'une façon ou d'une autre? Alors, on est en France, dans un système présidentiel dans lequel il y a une culture centralisatrice, à gauche, à droite, ailleurs, dans le ni gauche ni droite, dans les de droite et de gauche. Voilà. Il y a une permanence. C'est en effet ce côté extrêmement vertical, bonapartiste presque, qui est une limite. Et en effet, on pourrait imaginer que le mouvement d'en bas, l'exemple des collectivités locales irrigue les hommes et les femmes qui se présentent à nos suffrages. Ça n'est pas suffisamment le cas. Prenons un exemple. La candidate du Parti socialiste, qui est tout de même maire de Paris, avait dit « Ma campagne sera la campagne des maires ». En particulier avec toutes ces femmes et hommes socialistes qui gouvernent de grandes communes. Bon. Voilà, au-delà de l'intention, voilà, on n'a eu aucune réalité de cette campagne des maires. Comme quoi, c'est difficile en France que le mouvement d'en bas devienne un mouvement d'en haut. Mais je crois qu'il ne faut pas désespérer, parce qu'il n'y a pas simplement convaincre le haut des vertus évidentes de ce qui se fait en bas, mais il y a l'opinion à convaincre, les électeurs à convaincre. Et là, les électeurs, je l'ai vu dans toutes les enquêtes faites à l'occasion de la Covid, ont bien vu qu'au début de la mise en place de la stratégie contre la Covid-19, l'État central était totalement débordé. C'était l'anarchie totale. Et s'il n'y avait pas eu les collectivités locales, les départements, les régions pour les masques, les communes, les métropoles, les syndicats de communes, etc., on aurait été dans un état de désorganisation absolue. D'ailleurs, un de ceux qui a vu le plus vite ces enjeux, c'est un président de région, c'est Jean Rottner, qui très vite a prévenu même le pouvoir central en disant « Attention, vous allez être totalement débordé ». Parce que vous n'avez pas les moyens. Donc là, les Français se sont rendus compte que heureusement qu'il y avait les collectivités locales. La protection, elle venait des collectivités locales, elle ne venait pas du tout de l'État central, qui envoyait des injonctions d'ailleurs totalement contradictoires au début, puis qui après s'est rattrapé. Mais il a mis un certain temps, et les Français ont eu le temps de paniquer et de souffrir de cette incurie de l'État central. Donc là, je crois véritablement que les Français ont appris quelque chose. Et donc, il faut continuer, si vous voulez, à persuader les Français que oui, moi j'en suis intimement persuadé, mais je ne suis qu'un parmi d'autres, que oui, les collectivités locales ont énormément de choses à apprendre à la bureaucratie d'État qui nous dirige. Énormément de choses. Nous serons deux sur le sujet au moins. Oui, donc, voilà. C'est un bon début. Alors, nous sommes entre les élections présidentielles et les élections législatives, avec une recomposition de la vie politique ou des forces en présence. Alors, si on se projette un peu, comment est-ce qu'on peut imaginer cette élection législative avec une reconstruction sur les cendres des présidentielles, si je puis dire? Oui. Alors, il y a une victoire, il y a eu un très méchant débat et un peu stupide de dire que le président est mal élu, ce qui est faux. Ça n'est pas le président le plus mal élu quand on rapporte aux inscrits. Le président le plus mal élu, ça a été Georges Pompidou en 1969. Et puis, 58% des suffrages exprimés, je vais vous dire, il y a beaucoup de présidents qui se seraient contentés d'un tel score. Il faut rappeler que, disait-on que Mitterrand était mal élu en 1988. Mitterrand, il avait fait 54% des suffrages exprimés. Donc, il faut tout de même sortir de ce débat, qui est un débat typique du climat actuel, du climat un peu hystérique. On dit beaucoup de sottises, inutiles. On cherche à jeter là aussi de l'huile sur le feu, des procès en illégitimité, etc. Bon. Donc,
On a un président qui a été élu à nouveau pour 5 ans, ce président, il a besoin bien sûr d'une majorité pour gouverner. On est sous la Ve République, on n'a pas encore changé de République, en dépit de la volonté de certains. Les élections législatives, il faut bien voir qu'elles ont un nouveau statut. Depuis la réforme du quinquennat et l'inversion du calendrier électoral, les élections législatives viennent dans l'ombre de l'élection présidentielle. Elles sont quelque part l'ombre portée de ces élections présidentielles. Ce sont des élections secondes qui reçoivent leur logique de fonctionnement de l'élection matrice qu'est l'élection présidentielle. Donc je ne crois pas personnellement que le président sera obligé de cohabiter. C'est le désir de M. Jean-Luc Mélenchon, mais parfois, voilà, comme beaucoup d'hommes politiques, il prend ses désirs pour des réalités. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, les Français ne vont pas défaire ce qu'ils ont fait quelques semaines plus tôt. Ils ont fait une majorité pour le président de la République, ils vont lui donner les moyens de gouverner. Simplement, est-ce que ce sera une majorité absolue à la République en marche comme la dernière fois? Peut-être pas. Et la cohabitation, elle sera plutôt entre les forces qui soutiennent la Macronie, c'est-à-dire bien sûr la République en marche, mais qui n'a pas été une franche réussite en tant que parti, incapable de s'imposer dans les territoires, très souvent de faire connaître en 5 ans les hommes et les femmes qui sont à la République en marche. Horizon, le parti d'Édouard Philippe, Agir, le parti de M. Riester, les petites forces qui commencent à se créer à gauche de la Macronie, la force que vient de créer Jean-Pierre Chevènement, le parti que tente de lancer M. Rebsamen, le maire de Dijon. On voit que c'est peut-être dans cet ensemble de forces diverses, plurielles, il y aura une majorité certainement plurielle. Et là, il va falloir bien sûr que le tempérament, très vigoureux, centraliste, parfois on dit même autoritaire, du président de la République, voilà, apprenne la culture du compromis. Mais il nous dit qu'il veut une nouvelle méthode. Cette nouvelle méthode, il faut espérer que ça sera celle du compromis. Alors pour les investitures, ça a un peu mal commencé parce qu'on s'aperçoit que la République en marche dit, voilà, la part essentielle du gâteau, c'est nous, les autres auront une part accessoire. C'est pas comme ça qu'on négocie. Pas comme ça qu'on négocie. Et donc, il faut espérer que, voilà, toutes les forces vont aller vers une culture du compromis qui n'est pas une culture française. C'est ça le problème. Sauf dans les collectivités locales. On voit très souvent des compromis se faire, alors qu'au plan national, c'est extrêmement laborieux et on continue à jouer le théâtre d'un affrontement un peu factice. Mais cette culture du compromis, il faut véritablement que les élites, ou ceux qui se présentent comme tels, les élites françaises apprennent la culture du compromis. On le voit outre-Rhin, on prend son temps en Allemagne, et on arrive à faire en sorte qu'un gouvernement qui a de l'allure, dirigé par M. Scholz, social-démocrate, comprenne voilà, les libéraux et les Verts. Et entre les libéraux, les Verts et les socialistes, au départ, il y a beaucoup de différences. Mais on prend le temps d'élaborer un compromis parce que c'est l'intérêt national qui prévaut. Et puis, ces hommes et ces femmes, ils ont déjà l'habitude dans les Länder, c'est-à-dire dans les régions allemandes, de ces cultures du compromis. Donc c'est ça, à mon avis, qu'il faut apprendre en France, et c'est ça le grand défi du quinquennat qui vient. Mais voilà, le président devrait disposer d'une majorité et absolue ou relative, qui lui permettent de gouverner. Souvenons-nous, en 88, Mitterrand avait une majorité relative et Rocard, qui était devenu son Premier ministre, était obligé de gouverner une fois avec le centre-droit, une fois avec les communistes. Ben voilà, on apprend à discuter. Et d'une certaine manière, c'est pas mauvais quand on a une majorité relative. On est obligé d'être prudent vis-à-vis des autres, d'écouter un peu les autres, et c'est le début de la sagesse politique. Alors la coalition, d'une certaine façon, s'invite dans l'organisation politique, même si en 2017, je ne sais pas si on peut le qualifier déjà de coalition, on était déjà avec le MoDem et une partie de socialistes qui avaient rejoint les LREM. Là, effectivement, on élargit un peu, mais vous pensez que... Alors vous dites qu'il faut apprendre, mais est-ce qu'on a le temps d'apprendre? Donc là, on voit qu'on apprend vite, parce qu'il y a des élections qui se présentent, donc de part et d'autre, les choses essaient de s'organiser, peut-être avec un peu de brutalité et de précipitation. Est-ce qu'on peut imaginer que le quinquennat arrive à tenir sur une coalition construite aussi rapidement? Alors,
ce peut être compliqué. Pourquoi? Parce que d'abord, on a vu il restait en France un plafond de verre pour Madame Marine Le Pen. Elle a fait 41%, c'est énorme, plus de 13 millions d'électeurs, c'est énorme. Mais enfin, entre 41 et 50%, voilà, il y a tout de même 9 points. Donc l'anti-lepénisme continue à exister. Mais il ne faut pas oublier que derrière les 58% de suffrages exprimés pour le président de la République, il y a tout de même un anti-macronisme. Et même certains électeurs qui, par anti-lepénisme, sont allés voter, eh bien, ils étaient anti-Macron. Hein, je pense à certains électeurs, en particulier de la France insoumise, qui tout de même, au second tour, hein, dans une proportion d'après ce qu'on sait, dans une proportion de 38 à 40%, sont allés voter pour le président, ben voilà, ne sont pas des soutiens et des suppôts du président. Donc, voilà, il va y avoir... et d'ailleurs la France insoumise l'appelle de ses voeux, ce qu'ils appellent le fameux troisième tour social. Donc le climat social risque d'être un peu vigoureux. Pourquoi? Parce que voilà, Emmanuel Macron a face à lui comme principale opposition des forces radicales, c'est-à-dire des forces qui sont assez peu dans le compromis, hein, des forces qui cherchent beaucoup plus l'affrontement. Et donc pour lui, ça ne va pas être simple. Deuxième difficulté, la Constitution prévoit que voilà, on fait 2 mandats, pas de plus. Hein. Et donc en 2027, ça sera fini pour Emmanuel Macron à la présidence de la République. Il ne pourra pas à nouveau être candidat en 2027. Et donc sa succession se prépare. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, ça y est, on voit bien dans l'attitude d'un Édouard Philippe que, voilà, au sein de la Macronie, on voit bien que certains commencent à concevoir qu'il pourrait être le Macron bis en 2027. J'allais dire, c'est humain, c'est comme ça que le genre humain fonctionne, et particulièrement dans le domaine politique. Donc, voilà, ça ne va pas être certainement un quinquennat complètement tranquille. Le chef aura peut-être du mal à faire respecter ses impulsions, ses axes. Ça sera peut-être plus difficile que lors du premier mandat. Parce que la coalition Macron-Laporte, les coalitions d'alternance en face, on ne les voit pas. Le Rassemblement national reste une puissance extrêmement solitaire. Il ne veut même pas négocier avec Reconquête de M. Éric Zemmour. Ce qui se passe à gauche, et véritablement, ça va durer, ça va être un déjeuner de soleil, parce que c'est pour sauver quelques circonscriptions que le Parti socialiste est en train de vendre un peu son âme. Parce qu'on parle d'union de la gauche, ça n'a rien à voir avec l'union de la gauche. L'union de la gauche, c'était des communistes qui avaient une culture de gouvernement, avec des radicaux de gauche qui avaient une culture de gouvernement, des socialistes qui avaient une culture de gouvernement, et des verts qui avaient une culture de gouvernement. C'était pas du tout avec la gauche de la gauche ou l'extrême gauche. Hein. Là, dans les négociations, il faut rappeler qu'il y a le NPA, tout de même, hein, le nouveau parti anticapitaliste. Donc c'est autre chose qui est en train de se passer, et on voit bien donc l'aspect circonstanciel, parce que tout ce qui divise la France insoumise et le Parti socialiste tombe sous le regard. Ce sont des forces politiques qui n'ont pas grand-chose à voir vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de la conception des réformes économiques, vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de la géopolitique internationale et des équilibres internationaux. Ils n'ont à peu près rien à voir. Donc c'est vraiment le mariage de la carpe et du lapin. Donc ça n'est pas une coalition d'alternance. Et du côté de LR, tout est inventé. Ouais, tout est inventé. Ils ont été broyés entre la droite de la droite et le centre-droit macronien. Il y a plus d'électeurs qui avaient voté Fillon en 2017, qui se sont déplacés en 2022, qui ont voté Macron que Pécresse. Donc là, on voit bien la difficulté pour Valérie Pécresse, mais aussi pour un autre candidat LR. Il ne faut pas tout rejeter sur les épaules de la présidente de la région Île-de-France. Ils ont été broyés, il faut qu'ils se retrouvent un espace dans l'indépendance, dit le patron actuel de LR. Oui, mais ça ne peut être qu'une indépendance avec d'autres. Hein. Et donc ça, c'est un chantier qui demandera plusieurs années pour exister. Donc le problème, c'est que, vous voyez, la coalition macronienne a face à elle ou bien des forces en reconstruction, fermées pour cause de travaux, au fond, ou bien des extrêmes qui ne se posent pas le problème de la coalition. Donc voilà, c'est vrai, la culture démocratique, ça n'est pas très sain. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Hein. Voilà.
Très bien, bah, écoutez, merci infiniment pour vos analyses qui sont toujours aussi éclairantes. Donc j'ai envie de vous proposer de nous donner rendez-vous à la rentrée en septembre pour l'inauguration de notre campus à Prégnac, et puis peut-être qu'on pourra à ce moment-là, du coup, effectivement, faire le bilan le point de ces résultats, et peut-être qu'on y verra un peu plus clair sur l'avenir de cette majorité en Constitution. Merci infiniment, Pascal Perrineau, et donc à très bientôt. Merci à vous.